En Afrique, nous dénombrons 10 113 morts. La Côte d'Ivoire, quant à elle, n'a recensé aucun cas d'Ebola officiellement jusqu'à présent, mais le pays a fermé ses frontières avec le Libéria, la Guinée et imposé des contrôles de santé aux visiteurs. Le décor est planté, l'invité est présent. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin. Bonjour. « 10 114 décès. Voici le bilan officiel de la CEDEAO sur le nombre de morts dus à la maladie à virus Ebola. Ebola, en réalité, est le nom d'une petite rivière congolaise. Le tout premier cas, appelé patient zéro, s'étant déclaré dans cette région. La maladie a donc pris le nom de cette rivière. Quant à la peur, quand la peur prend le pas sur la rationalité, Business Matin intervient. Pour le sujet du jour, nous sommes en compagnie de Dr Koménan Narcisse, économiste présent sur notre plateau. Il nous éclaire. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, bienvenue sur le plateau de Business Matin. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent patiemment? Je suis Dr Koménan Narcisse. Je suis enseignant-chercheur à la faculté de sciences économiques et de gestion à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, également chercheur au CIRES. D'accord. Alors, comment avez-vous réagi, vous, d'abord en tant qu'être humain, à l'annonce de la maladie? En tant qu'être humain, il faut dire que c'est une maladie qui frappe un pays voisin, donc il fallait tout de suite réagir et ça nous a attristés dans la mesure où la Guinée et même le Libéria, la Sierra Leone, ce sont trois pays qui revenaient de crise, en particulier le Libéria qui avait connu pas mal de crises déjà depuis quelque temps. Et donc, ce mal allait être un fléau de plus. Et là, ça nous a vraiment attristés parce qu'il y a des choses qu'il fallait déjà penser à faire. Alors, maintenant, en tant que chercheur, quelle a été votre réaction? En tant que chercheur, tout de suite, on se rend compte qu'au niveau de la recherche, peut-être que des actions n'avaient pas été menées. Et même si c'était le cas, est-ce que la recherche avait été conduite de sorte à pouvoir repousser cette maladie? Et donc, ça posait encore la problématique du financement de la recherche dans nos pays. Donc cela nous a interpellés et nous a montré combien de fois, quelquefois, et on n'avait pas toujours les moyens d'aller vers la recherche et donc de nous préparer vis-à-vis de certains maux qui peuvent miner notre continent. Alors maintenant, on va achever cette partie de reconnaissance de la maladie, mais avec maintenant le côté économiste. En tant qu'économiste, quelle a été votre réaction? En tant qu'économiste, tout de suite, on a compris que des efforts devaient être faits. Et on a compris que tout de suite, au niveau gouvernemental, il y a des réallocations au niveau du budget qui allaient se faire. On a compris que les dépenses publiques allaient augmenter. On a compris que cette incidence de la maladie allait avoir des répercussions graves sur l'économie. Et je crois que certainement on aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle vous êtes présent sur ce plateau. Merci. Alors, quel ressentiment avez-vous pour les autres pays, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone? Il faut dire tout de suite que cette maladie à virus Ebola était une maladie très grave, dans la mesure où ça venait pour disloquer la structure économique même de ces pays. N'oublions pas que ces pays, je l'avais dit tantôt, ont connu des crises. Donc ces pays étaient en train de relancer leur économie, c'est-à-dire remettre les différents pays respectifs sur le chemin de la croissance et du développement. Mais voilà que la maladie arrive. Donc à partir de là, ça bouleverse tout
le processus de développement qui est mis en œuvre. Il faut remarquer qu'à cause de la peur d'être contaminé, on a eu pas mal d'absentéisme au travail. On a vu des entreprises qui ont fermé, le ralentissement de la consommation. On a pu constater qu'au niveau même de la fermeture des frontières avec les pays voisins, ça a créé une augmentation des prix. En réalité, les secteurs les plus touchés ont été le commerce et le secteur minier. On a assisté aussi à des effets néfastes sur l'agriculture et sur les services. Donc, je crois que ceci a eu vraiment des impacts très graves sur le taux de croissance de ces pays. Alors, concernant justement ces pays et les liens qui existent avec la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Concernant ces pays, en particulier les pays frontaliers, je veux parler de la Guinée et du Libéria. Tout de suite, la Côte d'Ivoire a eu à prendre des mesures de précaution par la fermeture des frontières, et cela a tout de suite contribué à ralentir l'activité économique, c'est-à-dire les échanges, le commerce entre les nations, et tout ceci a pris un coup. À partir de ce moment, on a pu comprendre un renchérissement au niveau des prix, d'où une inflation. Cela a constitué un frein dans le processus de consommation et donc mis en mal la sécurité alimentaire. Mais il faut préciser également qu'au niveau de la fermeture des frontières, ça a eu un impact aussi négatif sur l'acheminement des produits sanitaires en vue de prendre soin des populations touchées par le virus Ebola. Alors pour vous, quel impact sur l'Afrique? Sur l'Afrique, il faut dire que déjà au niveau du tourisme, parce que l'Occident et même l'Amérique, ils ont une notion de l'Afrique qui n'est pas toujours la bonne notion, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire l'Afrique. L'Afrique, ils considèrent l'Afrique comme un seul pays. Par conséquent, lorsqu'ils entendent qu'il y a l'Ebola en Afrique, tout de suite, ils ont restreint leur visite. Donc on a vu le taux de tourisme qui a baissé. On sait que les pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte et autres ont dans leur PIB une forte part de l'activité touristique. Donc tous ces pays ont dû partir de cette pathologie. Et donc en Afrique, ça a pu créer pas mal de soucis au plan économique. Alors, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, quel impact? En Afrique de l'Ouest, tout de suite, au niveau des échanges, le processus d'intégration va connaître un frein. C'est-à-dire qu'au niveau des échanges simples entre les pays, il y a eu ce qu'on appelle un détournement. Les partenaires habituels vont commencer à chercher d'autres partenaires. C'est-à-dire que si on avait la Guinée comme partenaire, voilà, il s'avère qu'on commence à rechercher d'autres types de partenaires, ce qui fait en sorte qu'au niveau des États, le développement de l'intégration économique tant prônée est limité et entravé par cette maladie. Et donc, il fallait tout mettre en œuvre pour que ceci soit réglé et que des réponses soient apportées pour que l'intégration puisse reprendre de mieux en mieux. Alors, la Côte d'Ivoire, par contre, a été épargnée, mais on a quand même des conséquences la Côte d'Ivoire quand même en pâtit, on va dire ça comme ça. Alors, quel impact aussi sur la Côte d'Ivoire? Sur la Côte d'Ivoire étant en Afrique, ce sont les mêmes problèmes, c'est-à-dire les mêmes problèmes au niveau touristique et en particulier aussi les problèmes au niveau de la frontière. N'oublions pas que le côté ouest de la Côte d'Ivoire, à ce niveau, c'est là que se trouvent les deux pays. Donc, les échanges, déjà, ont pris un coup. Et au niveau des cultures, l'agriculture, parce que les populations étant quasi les mêmes, lorsqu'on a fermé, il y a certaines populations qui étaient restées de l'autre côté, c'est-à-dire au Libéria. Et les travaux au niveau des champs et des plantations, et ça a pu connaître également des ralentissements. Donc, au niveau de la production au niveau de la production agricole, il y a eu aussi une baisse de la production d'eau, entraînant quelques effets sur
sur le régime alimentaire, sur l'aliment. Alors, est-ce qu'on peut dire que pendant cette période où les frontières étaient fermées, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a quand même vécu un tant soit peu en autarcie? Je crois que pas autarcie en tant que telle, mais tout de suite, les partenaires étrangers ont tout de suite commencé à réfléchir autrement. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire étant proche, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque à l'allure où la maladie se propageait, on était loin de penser que la Côte d'Ivoire n'aurait pas de cas. Donc, déjà, des mesures au niveau économique en termes de remplacement de la Côte d'Ivoire ont commencé à être envisagées par les partenaires. Et donc, ceci a failli avoir des répercussions sur l'économie. Mais tout de suite, le gouvernement a anticipé et a pris des mesures dans le but de donner confiance aux investisseurs et dire que la Côte d'Ivoire est en train de tout mettre en œuvre pour éviter que la maladie puisse pénétrer sur le territoire ivoirien. Alors, la maladie a frappé, mais la peur a été encore plus forte au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Concernant la peur, c'était légitime parce que la population, n'oublions pas aussi que la Côte d'Ivoire sort des crises. Donc, après la guerre, si la maladie devait décimer encore la population, ça allait être quelque chose de très grave. Par conséquent, les gens tout de suite ont eu peur, mais heureusement, je pense que la Côte d'Ivoire, déjà au début, a commencé à mener une campagne de sensibilisation tout azimut. Et donc, le gouvernement a considéré ou bien a pris des mesures comme si la maladie était déjà là. Donc, par des mesures de sensibilisation, par un changement de comportement, cela a contribué à faire en sorte que les uns et les autres puissent prévenir la maladie. Et donc, la peur qui avait gagné les uns et les autres a commencé à descendre. Et donc, au fur et à mesure, on a senti une maîtrise des comportements et une assimilation. Les populations ont pris en compte les comportements des comportements pour aller contre la maladie, de telle sorte qu'on a pu assister dans cette période que les maladies habituelles telles que le choléra et la fièvre typhoïde, ces maladies même ont dû baisser parce que les comportements étaient déjà intégrés au sein des populations. Alors, selon vous, est-ce que la Côte d'Ivoire était préparée à une telle crise, économiquement parlant? Économiquement, les pays africains en particulier ne sont pas préparés. On ne peut pas se préparer, mais bien entendu, immédiatement, compte tenu du fait que la maladie a frappé les pays voisins, la Côte d'Ivoire tout de suite a essayé de mettre un processus en place, a essayé de rechercher des fonds au cas où. Au cas où, c'est-à-dire que dès qu'un cas arrive, on va essayer de trouver tous les moyens possibles pour essayer de cantonner ce cas et essayer de le traiter. Sinon, les priorités de développement économique ne peuvent pas amener un pays tel que la Côte d'Ivoire tout de suite à dire que nous sommes prêts. Parce que être prêt, c'est être prêt au plan du personnel. Être prêt, c'est être prêt au plan des infrastructures. Être prêt, c'est être prêt au plan des finances et des appuis extérieurs. Si on n'a pas de laboratoire déjà pour faire les analyses, pour savoir à partir d'ici si on peut, et si on a la maladie ou pas, on ne peut pas dire qu'on est prêt. Mais la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de politique, beaucoup d'efforts pour tenter de se préparer pour un éventuel cas concernant la maladie à virus Ebola. Merci beaucoup, docteur. Mais avant de vous laisser partir et à l'approche des fêtes de Pâques, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Oui, je veux dire qu'à l'approche des fêtes de Pâques, il faut comprendre que les populations, surtout les populations du centre, qui ont coutume à manger la viande de brousse pendant cette période, il faut dire à ces derniers que ce n'est pas encore fini. La maladie n'est pas encore finie. Et que même si au Libéria, on dénote aucune contamination durant ces dernières périodes, il faut savoir qu'il y a certains malades qui sont toujours en état de contagion. Donc,
il faut, tant que le gouvernement ne dit pas que c'est le moment de consommer la viande de brousse, je pense qu'il faut toujours s'abstenir. Ce sont ces méthodes qui nous ont permis de ne pas avoir de cas d'Ebola ici. Donc, il faut continuer. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, docteur, de votre présence sur notre plateau. Merci Business Matin pour aujourd'hui, ce n'est pas fini, nous continuons. Mais avant, si vous avez une activité lucrative ou non que vous voulez faire connaître avec Business Matin, cela est possible. Nous vous offrons donc la possibilité de venir sur notre plateau pour présenter votre activité. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut simplement composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous continuons Business Matin avec Sylvestre Affery pour Infotique. A tout de suite. Vous suivez Business Matin et vous êtes sur Business 24 Africa. Et désormais, vous pouvez nous suivre sur YouTube ainsi que sur abidjan.net. Bonjour Sylvestre Affery. Bonjour Noélie, bonjour à tous nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Alors, comme d'entre deux jeux, vous l'avez dit, les vidéos de Business Matin, Business 24 sont sur YouTube, sont sur abidjan.net. Les émissions, oui, les émissions, de Business 24 Africa. Voilà, donc on aura aussi l'occasion de pouvoir voir toutes les vidéos, toutes les émissions de Business 24 sur YouTube. Donc aujourd'hui, je suis là aussi pour parler de YouTube en fait, pour essayer de donner des astuces à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices pour que ces personnes-là puissent regarder les vidéos sur YouTube et vraiment à toute aise, pour ne pas se compliquer la vie avec certains raccourcis. Voilà, alors, quel est le raccourci que vous nous présentez aujourd'hui? Alors, généralement, lorsqu'on va sur YouTube regarder une vidéo, après avoir lancé la lecture de la vidéo, on peut appuyer sur la touche 3 ou la touche 5 de notre clavier juste pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, si on veut aller à 50% ou à 30% de la vidéo, on peut juste appuyer sur la touche 3 pour 30%, ou 5 pour 50%, ou 6 pour 60%, et ainsi de suite. Ou 9 par exemple. Voilà, pour pouvoir mieux regarder la vidéo. C'est-à-dire que si on veut regarder la vidéo, par exemple, et qu'on veut arriver à la rubrique infotique, on peut juste appuyer 7 par exemple pour arriver à 70% de la vidéo pour pouvoir voir l'émission, voilà, pour pouvoir voir la rubrique infotique. Ça, c'est bien dit. Voilà. Et à côté de cela aussi, il y a les flèches gauche et droite qui peuvent aussi nous aider à avancer la vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avancer la vidéo en cliquant sur les flèches, soit à gauche ou droite, pour pouvoir aller un peu plus loin dans la vidéo aussi. Et également. Les touches dont vous parlez, c'est seulement les touches qui sont en rapport avec le numérique? Oui, voilà. Sur un clavier d'ordinateur, généralement, il y a des touches. Et il y a voilà, sur le côté droit du clavier de l'ordinateur, il y a des touches 1, 2, 3, 4. Donc, on peut généralement cliquer sur ces chiffres-là pour pouvoir mieux regarder la vidéo. Généralement aussi, il y a des touches, des flèches qui indiquent la hauteur, en bas, à gauche, à droite, voilà. Effectivement, voilà, qu'on peut utiliser aussi pour pouvoir regarder la vidéo. Donc, les touches gauche et droite servent aussi à pouvoir soit reculer la vidéo, soit avancer la vidéo pour pouvoir mieux la regarder. On a aussi, on peut appuyer sur End ou sur Fin sur le clavier pour pouvoir pouvoir revenir au début de la vidéo ou à la fin de la vidéo pour pouvoir mieux regarder la vidéo également. Les touches aussi, les flèches haut et bas, pour monter le son ou diminuer le son pour pouvoir mieux regarder la vidéo. Donc ces touches, c'est plus pour le volume? Oui, il y a les touches pour le volume. Les touches haut et bas sont pour le volume. Les touches à gauche et à droite sont pour reculer, pour avancer la vidéo. Voilà. L'avance rapide ou bien le recul rapide? Oui, effectivement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Sylvestre. Merci à vous. Et j'espère que ces conseils vous servent et que vous les utilisez et que vous les essayez chez vous. Parce que chez nous, on le fait. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement. D'accord. Alors, Business Matin pour aujourd'hui, ce n'est pas encore fini parce que nous allons recevoir Alex Mokhtar pour Panorama. Mais avant, je reviens et je lance encore l'appel. Si vous avez une activité que vous voulez faire passer, vous voulez présenter votre activité, il vous suffit simplement de composer le numéro qui s'affiche juste au bas de votre écran. Eh bien, on aura le plaisir de vous inviter sur notre plateau et vous pourrez rencontrer le grand Sylvestre Affery ainsi que toute l'équipe de Business Matin. Oui, je suis prêt à signer les autographes. Nous nous retrouvons juste après ceci.
Actualité innovante et novatrice en Afrique, c'est avec Alex Mokhtar dans Panorama. Et c'est tout de suite. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, très heureux d'être là en votre compagnie bien sûr et en compagnie de nos fidèles téléspectateurs chaque matin qui sont des nôtres sur Business 24. Alors il faut dire qu'aujourd'hui j'ai de bonnes nouvelles à vous apporter parce que l'économie en Afrique est en plein essor, c'est l'un des continents, j'ai l'habitude de le dire, qui n'a pas forcément été touché ou frappé par les différentes crises économiques qui ont secoué le monde, même si on a parfois étant dépendant bien sûr de l'aide internationale, été victime du ralentissement de certains investissements. Il faut savoir que les villes africaines sont de plus en plus en pleine croissance. Et pour ainsi dire, le cabinet de consultants PwC vient de publier un rapport baptisé City of Opportunity Africa qui analyse bien sûr le potentiel des villes africaines qui présentent le plus d'opportunités dans le futur, bien sûr. Alors, pour obtenir ce classement-là, ce cabinet a choisi des éléments très simples de s'appuyer tout simplement sur l'économie de ces villes-là, les infrastructures qui les composent, le capital humain, bien sûr, la démographie, le nombre d'habitants par capitale, tout simplement. Et tous ces différents grands thèmes-là sont subdivisés, eux, en 29 variables. Sous-variables, on ne va pas les étaler ici. Oui. Mais pour approfondir cette analyse, ils se sont également appuyés, bien sûr, sur le PIB réel produit par ces villes-là. C'est vrai que tous les pays produisent en fin d'exercice, on dirait annuellement un certain PIB annuel du pays, mais ils ont mené une étude assez pointue pour déterminer un peu le PIB, je dirais un petit produit intérieur brut par capitale. Alors les villes qui offrent les plus belles opportunités dans le futur en Afrique sont au nombre de 10, tout simplement. Alors en tête, on a Dar es Salaam. Abidjan est la première ville. Ah non, pas du tout. Ok, alors rien Sokro dans ce cas. Non, pas du tout. On a Dar es Salaam donc en Tanzanie, on a Lusaka en Zambie en deuxième position. On a également Nairobi au Kenya. Lagos arrive en quatrième position au Nigeria. Accra au Ghana en cinquième position. Et bien sûr, l'esprit chauvin qui est le vôtre sera heureux d'entendre dire que Abidjan est classé donc à la sixième position. Voilà. Je savais donc. Et juste derrière, on retrouve Kigali au Rwanda, Addis Abeba en Éthiopie, Kampala donc et le Caire en Égypte. Pour vous dire que voilà un petit peu ces villes-là qui, dans un futur très proche, vont connaître un essor beaucoup plus croissant et qui sont susceptibles, bien sûr, sur le continent d'attirer de plus en plus d'investisseurs parce qu'elles offrent de plus belles opportunités de développement et c'est tant mieux pour les populations qui y habitent. Et comme on le constate, la plupart du temps, ce sont des capitales de différents pays. Donc, c'est pour ainsi dire que ces différents pays-là, bien sûr, connaîtront une certaine croissance dans un certain sens. Dans le cas d'Abidjan, par exemple, ça serait plutôt la capitale économique. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, puisqu'on parle, comme disait quelqu'un, d'émergence, qui est le mot à la mode en ce moment, cela vient traduire aussi, bien sûr, que nous sommes sur, je dirais, la bonne voie, pour ainsi dire. Voilà. Merci beaucoup, Alex, pour cette belle nouvelle concernant donc, la ville d'Abidjan, qui est classée 6e. Tout à fait, sur 10. Voilà, sur 10, très bien. Mais bon, pas trop. Alors, Business Matin pour aujourd'hui, malheureusement, c'est fini. Et c'est en compagnie d'Alex Mokhtar que Business Matin pour aujourd'hui prend fin. Mais je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.